Salut à toutes, salut à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de Roll You Full, le podcast qui vous parle du jeu de rôle dans tous ses états. Je suis Sectaire et je suis comme d'habitude accompagné par un homme qui a arpenté le monde entier. Il a découvert des cultures secrètes, cachées, mystérieuses. Il a rencontré des gens étonnants et d'autres beaucoup moins. C'est Styr, salut Styr. Salut Sectaire, j'espère que je ne serai pas le porte-étendard du bon sauvage, ni encore moins J'espère. certaines représentations qui, aujourd'hui, soyons polis, font sourire. Tout à fait. Oui, sourire. Ouais, sourire ou vraiment sourire, tirer la grimace. Grincer des dents, on va dire. Voilà. Chenu, je te salue. Aujourd'hui, dans ce nouveau numéro, nous allons vous parler de la représentation de l'autre dans le jeu de rôle, c'est-à-dire en fait des autres cultures qui vont un peu nous sortir du cadre, on va dire, le médiéval fantastique européen, le fantastique européen, la science-fiction occidentale et l'Occident de l'Occident occidental. Ouais, exactement. En gros, si j'ai bien compris. La vision anglo-saxonne à peu près de l'imaginaire. Et puis bon, on va pas. L'objectif ici, c'est pas non plus forcément de jeter la pierre, même si à un moment donné, il va falloir la jeter quand même. La plupart de ces auteurs de Donjons et Dragons, eh bien, ont tout simplement écrit sur la littérature qu'ils ont lue, et donc finalement, c'est plus sur ces auteurs. C'est des années 50, 60, 70, même avant, les années 20, 30. Forcément, si tu te bases, mettons tout de suite les pieds dans le plat, si tu veux faire une adaptation littérale en jeu de rôle de Lovecraft, Oui, ça se passe voilà. dans les années 20 et ça se passe Voilà. dans la côte est des États-Unis. Ça se passe dans la côte quoi. est et en plus avec un auteur qui par moment, bon, voilà. Donc Oui, voilà. c'est heureusement, et je tiens quand même là, il faut saluer Chaosium, ils ont tout de suite pris ces distances par rapport à cela. Quand vous lisez même les premières éditions de Chaosium, on a beaucoup moins de discours du type tribu dégénérée, ce genre de choses qui ressort. C'est ce côté très obnubilé de l'auteur sur la dégénérescence. Le côté carrément xénophobe de l'auteur est heureusement évacué et c'est pas plus mal parce qu'il fallait quoi. Et au-delà de ça, Lovecraft est un cas extrême, mais dans tous les cas, si vous prenez la quasi-totalité des auteurs, que ça soit Howard ou plus récent Eddings, etc., tous n'avaient qu'un regard finalement, leur regard d'Américains, d'Anglais, peu importe, sur des cultures qui étaient, faut pas quand même l'oublier, dans les années 50, assez mal connues ou réservées plus ou moins à des amateurs éclairés ou au cercle universitaire. Oui, complètement. Tout le monde s'en foutait des tribus. Ou alors c'était des objets de foire, quoi, des objets encore, un peu moins dans les années 50, mais alors dans les années 20 et dans les années 30, c'était carrément des sujets d'exposition, quoi. C'était assez terrifiant. D'ailleurs. Voilà, si vous regardez par exemple chez Howard comment sont traitées les tribus, comment sont perçues, gérées les tribus africaines, le Moyen-Orient, etc., etc. Voilà. Et donc forcément, quand quelques années plus tard, Donjons et Dragons sort, quand vous avez Warhammer qui va sortir, eh bien, finalement, ce regard, la plupart des auteurs vont pas forcément chercher à s'interroger, et puis vont reproduire un peu les classiques, avec finalement une transposition qui va reprendre un peu les mêmes mécaniques que ce qu'a été en son temps l'orientalisme dans les circuits de l'art, où on va représenter la Chine, mais telle qu'on se l'imagine, la Chine, le Moyen-Orient et d'autres, tel qu'on s'imagine plutôt que tel qu'il est. Rappelons-nous ce magnifique jeu de rôle Bushido, n'est-ce pas ? Bushido. Et en fait, ça commence même plus tôt parce qu'on avait parlé, je sais même pas d'ailleurs, c'est ce qu'on avait parlé, mais en tout cas, on avait à un moment donné mentionné ce monde de Donjons et Dragons, Mystara. Mystara, c'est un univers qui est sorti pour Donjons et Dragons, et attention ici, on parle de Donjons et Dragons, la boîte rouge, c'est-à-dire vraiment les premières règles. Et cet univers sort début seconde moitié des années 80. C'est publié par TSR. Même avant. Alors, les suppléments qui m'intéressent, c'est la seconde moitié, puisque, en fait,
la particularité de Mystara, c'est qu'il va être publié sous forme de gazette. Et chaque gazette va s'intéresser à un royaume. C'est un modèle d'ailleurs qu'on va retrouver chez Pathfinder, chez Paizo, c'est-à-dire on va avoir finalement des campagnes qui se passent dans un royaume, donc qui vont être entièrement encapsulées dans ce royaume, et puis en fait vous construisez l'univers de cette manière-là. Ce qui aboutit à une mosaïque complètement, certains diront indigeste, mais on va dire exotique. Et dans le cas de Mystara, ils se font plaisir puisqu'on va retrouver à peu près toutes les cultures possibles et imaginables. On va avoir les Mongols, on va avoir le Moyen-Orient, on va avoir les Aztèques, ce que vous voulez. Mérite, ça dépaysant, ça sort effectivement du Tolkien et compagnie. Il suffit de jeter juste un regard aux couvertures pour s'apercevoir que très souvent, ça se limite aux clichés que l'on a pu avoir et puis finalement construit à travers les cours d'histoire, la retraçation classique de ces populations, les films, tout à fait. Voilà. Donc par exemple, si vous regardez un supplément comme les Émirats de Hilarouam pour Mystara, qu'est-ce que vous allez avoir ? Vous allez avoir une danseuse du ventre. Vous allez avoir un combattant du désert torse nu avec un cimeterre et des gens sur des chameaux. Donc, oui, c'est ça, c'est-à-dire qu'on est vraiment sur une représentation entre cliché. Disney et un film d'aventure américain, un péplum américain. Quoi. Exactement, et qui rejoint finalement un peu la vision de la France en deux chauds et baguettes et bérets. Quoi. Donc, c'est ça. Oui, c'est aussi pertinent. Quoi. C'est aussi pertinent. Par contre, ce qui est assez intéressant, c'est de s'apercevoir que si l'exploration de ces cultures est à l'ordre du jour, jouer ces cultures, c'est un peu différent. Et effectivement, là, il faut attendre un peu plus de temps, avec notamment des jeux qui vont s'intéresser surtout par, on va dire, opportunisme commercial, ou parce que c'est dans l'air du temps, parler de Bushido, ça sort au moment où les ninjas deviennent populaires, ce genre de choses. On a aussi, à un moment donné, quelques jeux qui sortent sur les Indiens. En France, on va avoir toute une série autour des Celtes, puisqu'à un moment donné, voilà, ça va parler. Donc, on va avoir en France, légende celtique. Sauf que les Celtes, tu les raccroches quand même plus facilement au wagon de notre culture, de notre histoire. Quoi. Avec deux approches, c'est-à-dire que d'un côté, je parlais de légende celtique, et légende celtique a été fait par des gens qui s'intéressaient au sujet. Donc, ils essayent quand même de mettre les formes et on sort un peu du cliché de nos ancêtres les Gaulois et compagnie. Quoi. Voilà. Mais à côté de ça, tu vas en avoir d'autres qui vont prendre beaucoup moins de pincettes, très clairement. Alors, à quel moment va-t-on avoir le tournant ? C'est toujours un peu compliqué ce genre de questions parce qu'en plus ça n'a pas beaucoup d'intérêt de dire « Ah, regardez, c'est ce jeu qui pour la première fois, etc. fait que… » Par contre, ce qui est intéressant, c'est qu'est-ce qu'on a maintenant comme univers ? Qu'est-ce que après on va dire, ces errants sur lesquels j'ai pas trop envie de revenir parce qu'au final, c'est ce que tu as dit, Sectaire, c'est des clichés de films. Si vous avez déjà vu des films des années 90, voilà, vous comprenez parfaitement de quoi on parle. Mais par contre, des jeux de rôle qui vont vraiment essayer de vous faire jouer une culture différente et vous faire découvrir par là même cette culture, ça va prendre du temps. Et là-dessus, il y a quelques exemples qui sont assez intéressants, que j'ai redécouvert un peu par la suite. Il y a une gamme sur laquelle je vais peut-être passer un peu de temps parce qu'elle est très intéressante à ce titre-là. C'est Les Secrets de la Septième Mer, entre la première et la seconde édition. Mais avant ça, on va regarder un peu quelques exemples. Et je voudrais commencer par Le Monde des Ténèbres. Allez. Ouais. On va commencer par Le Monde. Ça, c'est surprenant. Ouais, c'est surprenant parce que Le Monde des Ténèbres, à la fin de sa 3e édition, a commencé à sortir des suppléments justement pour des vampires autres que ceux qui sont issus de sa mythologie finalement très judéo-chrétienne avec un, etc., etc. Et c'est comme ça qu'on s'est retrouvé avec 2 suppléments, enfin 2 séries. Il y en a une qui va être assez développée, l'autre pas trop. La première, c'est Kuejin, qui s'intéresse aux vampires d'Orient. Et la deuxième, c'est Laibon, et que je trouve presque plus intéressant, qui s'intéresse aux vampires d'Afrique. Ah oui, ouais. Je savais même pas que c'était sorti, tu vois. Voilà. Et Laibon, en fait, va vraiment essayer de parler un peu de l'Afrique autrement que regardez la pauvreté, le machin, etc. Bon, même si on peut avoir un peu ces travers-là. Et Dieu sait que White Wolf
quand ils se prennent les pieds dans le tapis, ils se prennent les pieds dans le tapis de manière Ils sont monumentale. très forts. J'ai une pensée pour toi, supplément sur la Shoah, qu'il n'aurait jamais fallu faire. Ah oui, non, ils sont très quand ils font des conneries, ils y vont. Oui, ils y vont à fond, comme dit. Et donc effectivement, on a ce supplément qui est sorti, qui décrit les vampires d'Afrique et qui essaye un peu d'expliquer, de traduire finalement toute cette mythologie qui explique l'existence des vampires chez nous à travers ce mythe de Caïn et Abel, et comment ça peut se construire en Afrique à travers les mythes, etc. Et pour ce faire, et là par contre c'est pour ça que je voulais le citer, c'est que dans le cas de l'Aibon, White Wolf va faire appel à des auteurs qui connaissent leur sujet. Et oui, ça change. Voilà, ils vont pas dire bon, toi tu m'as écrit 14 suppléments, tu viens donc non, on a affaire à des auteurs qui s'intéressent un peu alors la série, on était à la fin de la 3e édition, en plus c'est quand même un univers très niche, les joueurs étaient presque plus intéressés par le côté touristique finalement de la chose que par la gamme en elle-même, et ça va pas aller beaucoup plus loin que ça, mais en tant qu'objet il est assez intéressant, et j'encourage quand même toujours à jeter un petit coup d'œil, même si on est encore un peu là finalement dans une forme d'adaptation de l'univers. Alors c'est toujours intéressant qu'il y ait en tout cas ces tentatives, même si des fois ça foire complètement. Il y a au moins cette volonté d'approche qu'on n'avait pas. Est-ce que ce sont, parce que si tu me dis que c'est la 3e édition, ça doit être la fin des années 90, si je dis pas de bêtises. La 3e édition, ça s'est étalé, ça a été très 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 long, la 3e édition. C'est vrai qu'elle a été longue, mais je veux dire c'est quand même assez tôt dans l'histoire du jeu de rôle d'avoir quand même cet intérêt, cette évolution un peu sérieuse, on va dire, quoi. Donc voilà, je voulais citer effectivement cet exemple-là parce que il était intéressant, et par contre plus intéressant c'est Kuei-jin, parce que autant dans l'Aibon on reste un peu on garde un peu les clans traditionnels, on garde un peu on va dire la biologie du vampire classique, dans les cas des Kuei-jin c'est très très différent. Là on va avoir tout un cycle, on a vraiment des vampires qui n'ont rien à voir avec les vampires occidentaux, qui ont leur propre mythologie, qui ont leur propre fonctionnement, et on sent que derrière, les auteurs ont essayé un peu de comprendre. Alors ça reste un peu je ne vais pas dire superficiel, parce qu'il y a quand même eu un travail, on va parler de yin, de yang, ce genre de choses, mais dans une volonté quand même d'inscrire cela vraiment dans un contexte qui a un sens. Et autre point qui va être extrêmement important, de l'inscrire dans un tissu social, parce que Vampire, c'est pour ça aussi que je voulais parler de Vampire, c'est que Vampire est un jeu politique qui joue beaucoup sur les relations, machin, etc. C'est un jeu urbain, et Hong Kong, c'est pas Chicago. Tokyo, c'est pas New York. Et à l'époque, nous rappelons, Internet, ça se développe, ça commence à avoir, mais tout le monde n'y a pas accès. Savoir comment fonctionne l'histoire de la ville de Hong Kong et compagnie, Wikipédia, on est à tout début et ce genre de choses. Donc le supplément de la ville, les fameux by night de Vampire, sont nécessaires. Et dans le cas présent, ça aboutit effectivement à toute une gamme là-dessus. Et cette gamme est intéressante parce qu'elle va vraiment s'intéresser aux règles sociales que l'on peut avoir dans ces cités. Quelles sont les règles d'étiquette, ce genre de choses, comment on doit faire attention, et justement quelle place va occuper cette créature surnaturelle que j'ai créée pour l'intégrer. Est-ce que c'est fait de façon, alors je pense à ça parce que je pense notamment à l'étiquette telle qu'on la voit nous depuis l'Occident au Japon par exemple, et puis ce qu'elle est sur le terrain en réalité. Est-ce qu'il y a ce même Est-ce qu'il y a ce même fantasme, tu vois, ou est-ce que c'est vraiment quelque chose de bien travaillé, de sérieux, ou est-ce qu'ils ont juste plaqué des films de Yakuza en se disant ça doit être comme ça que ça marche, tu vois? Alors, il y a un peu des deux, notamment quand tu regardes le Hong Kong by Night, où tu vois que là, ils ont repris un peu tous les films de John Woo, qui on était en plus plein dans la période où ça faisait un succès un peu fou, mais avec quand même une volonté derrière. Il y a pas mal par exemple, il y avait pas mal d'éléments, d'anecdotes de la vie quotidienne sur la place de la famille, parce que forcément vous venez de mourir, donc comment votre famille réagit par rapport à ça, ce genre de choses. Donc il y avait quand même une volonté de traiter cela. Il y a aussi par contre toute une volonté de traiter la spiritualité de manière importante, de ce qui est considéré pur et impur. Et chose qui finalement occupe une place peut-être moins
sensible en Occident que au Japon, par exemple. Et là-dessus, Kyujin m'avait laissé vraiment une bonne impression, enfin, et un peu marqué là-dessus parce que il passait beaucoup de temps à expliquer en disant attention, ça vous pouvez pas le faire. Si vous agissez comme ça, les gens vont vraiment mal réagir. Enfin, il va y avoir un problème par rapport à ça. Donc c'était pour un jeu qui était sorti, un supplément qui était sorti à cette époque, c'était intéressant. Donc pour rappel, hein, c'est 98, hein, Vampire d'Orient. Ah oui, quand même, ouais, d'accord, ok, ouais. C'est bien qu'il y ait eu cet effort à cette époque-là, dis donc. Et alors, ce qui était intéressant, c'est qu'en plus, il y a eu quand même un paquet de suppléments, hein, une petite douzaine de suppléments, avec à chaque fois une volonté toujours de présenter un peu le point de vue, mais pas le regard de l'occidental, enfin finalement pas l'écriture de l'occidental là-dedans, mais une écriture qui soit l'écriture des... Oui, c'est ça, pas le côté genre regardez comme c'est rigolo, regardez comme c'est exotique, quoi. Ouais, exactement. Alors tu vas quand même la voir, hein, très clairement, parce que bon, ça reste ça. C'est finalement là on va commencer vraiment à avoir un travail beaucoup plus sérieux là-dessus. C'est qu'à la même époque, le Japon, comme dit, est à la mode, machin, etc. On a le succès de Matrix qui remet un peu aussi au goût du jour les arts martiaux, et donc tu vas avoir une grosse locomotive qui va être la Légende des 5 Anneaux. Oui, tout le monde en a entendu parler de ça. Enfin, tous ceux qui aiment le jeu de rôle. Voilà. Alors, c'est un jeu particulier parce que c'est vraiment un jeu qui en plus s'inscrit dans un support un peu multiple entre jeux de cartes à collectionner et jeux de rôle, avec une gamme délirante. C'est un jeu à faction, donc ce qui alimente la gamme puisque chaque faction va avoir son supplément et chaque édition va rééditer le supplément. Hein, j'ai une étagère très longue qui est consacrée à la Légende des 5 Anneaux. Et point de détail qui est intéressant, l'auteur, John Wick, dès le début, dit dans son introduction, alors oui, je ne suis pas japonais, etc. Par contre, ce qu'on va essayer de faire, c'est quelque chose qui soit cohérent et qui respecte les cultures qui ont servi à alimenter l'amalgame que nous allons créer. Et il dit bien, mon jeu de rôle est un amalgame. C'est-à-dire que ce n'est pas le Japon, ça va être le Japon, la Corée, la Chine, la Thaïlande, etc. On prend un peu partout, on essaie de construire tout ça et on essaie de donner quelque chose d'un peu cohérent. Et c'est ce qui a marqué beaucoup de gens, c'est-à-dire que la Légende des 5 Anneaux, je ne parle pas de l'histoire, parce que l'histoire, elle est très particulière puisqu'elle est dictée par le jeu de cartes à collectionner, donc ça aboutit à des trucs branques. Mais par contre, la cohérence du système social, l'importance du code de la façon dont fonctionne le code de l'honneur, pas de manière stéréotypale, hein, pas le côté je suis le samouraï stoïque, etc., mais plutôt dire en fait ça fonctionne pas et du coup les gens sont tiraillés entre ce que l'on attend d'eux, ce qui est finalement aussi quelque chose que le chrétien peut attendre, hein, je veux dire voilà, voici le bon chrétien et voilà ce qu'on te demande de faire, ah, ça marche pas, et en fait ils le font très très bien. Et John Wick va vraiment s'inspirer de ça. Alors, pas dans la première édition des Secrets de la Septième Mer, mais dans la seconde édition. Alors, je vais faire une toute petite ouverture là-dessus. Les Septième Mer, c'est un jeu, on en a parlé dans un précédent podcast, c'est un jeu de KPDP. Oui. Très inspiré. Voilà, dans le podcast précédent, d'ailleurs. Voilà, le podcast précédent, avec Allez écouter le podcast précédent. Qui sait, peut-être que les gens ne les écoutent pas dans l'ordre. Donc voilà. Non, on ne sait pas. Et ce qui est intéressant, c'est que donc c'était du KPDP extrêmement basique. Ça se passe dans une Europe fantastique. C'est pas du tout notre monde à nous, avec des pays qui s'appellent la Montaigne, la Castille, etc. Et un truc qui est assez intéressant, c'est que le jeu se passe au XVIIe siècle. Sauf que pour des raisons qui sont plus ou moins expliquées dans l'univers, il n'y a pas eu de découverte du Nouveau Monde. Et que l'Afrique n'existe pas. Certains auteurs vont expliquer par la suite qu'ils ont voulu mettre de côté cela parce que ça impliquerait forcément des questions autour de l'esclavagisme, autour de la conquête, autour de l'exploitation, que c'était des sujets qui étaient complexes et qu'ils ne voulaient pas en faire un sketch. Ce qui est tout à leur honneur. Ce qui est tout à fait leur honneur. Et effectivement. Alors, par contre, le problème, c'est qu'il y avait un petit souci, c'est que c'était un jeu qui mettait en avant justement les pirates. Et si tu retires le Nouveau Monde et l'Afrique... Oui, il y a quoi à pirater, ouais, voilà, c'est un peu ça, quoi. Il y avait un blanc quand même. Et en fait, beaucoup de joueurs dans les Secrets de la Septième Mer, en plus, tu vois le titre, Les Secrets de la Septième Mer, en fait, t'allais pas en mer, tu passais ton temps sur Terre et à faire les aventures type Trois Mousquetaires. La mer était finalement assez peu intéressante. Arrive la seconde édition. La seconde édition
est créé suite à, alors il y a toute une histoire, Alderac décide d'arrêter le jeu de rôle, il bazarde de leur licence, John Wick récupère les secrets de la 7e ère, et surtout il fait un Kickstarter en 2016 pour financer cette nouvelle édition, et c'est un succès monumental. C'est en fait, à un moment donné, c'est la plus grosse souscription de Kickstarter, recueillant plus d'1 million d'euros pour un jeu de rôle. Ah ouais, voilà. Il y avait une attente, quoi. Il y avait une attente. John Wick est d'ailleurs lui-même étonné parce que même si c'est entre guillemets un nom important de la scène du jeu de rôle, mais c'est pas non plus. Voilà, le gars, il était connu pour La Légende des 5 Anneaux et il n'avait pas fait toute la gamme. Il s'était arrêté à un moment donné. Et du coup, il dit écoutez, on va pouvoir faire ce qu'on n'avait pas fait jusqu'avant. On va pouvoir faire l'univers dans son intégrité, on va réécrire l'univers, on va faire un reboot complet. Et cette fois-ci, il y aura le Nouveau Monde, il y aura l'Afrique, il y aura le Moyen-Orient, il y aura l'Asie, etc. Mais par contre, je veux le faire de manière la plus respectueuse possible. Et je ne peux m'empêcher de lire en fait les remerciements qui sont donnés dans le supplément qui est consacré à l'Amérique, l'équivalent de l'Amérique du Nord, avec les populations amérindiennes. L'auteur, qui est donc d'origine amérindienne, écrit « Lorsque j'étais enfant et que je jouais au jeu de rôle, j'avais souvent l'obligation de détourner le regard sur la glorification et les génocides et la colonisation qui se retrouvaient dans notre monde. J'espère que ceci et ce livre permettra à une génération d'écrire une histoire différente. » Oui. Voilà. Et c'est vrai que c'est quelque chose, quand tu regardes beaucoup alors c'est quelque chose qui est très américain, ça faut être très clair, même si en France on commence aussi quand même un peu à avoir un regard là-dessus qui interroge aussi quand même beaucoup nos représentations, mais aux États-Unis c'est quelque chose de très sensible dès les années 90 et même déjà avant. On a ici quand même vraiment une volonté de dire ouais mais attendez, quand vous parlez des Indiens et finalement de la conquête, là-dedans, qu'est-ce que vous mettez dans le mot conquête ? Ben, c'est ça, on commence à l'avoir en France, enfin on l'a depuis un moment en France aussi, mais où justement, et ça c'est hyper intéressant, parce qu'on n'y pense pas dans ce que tu viens de lire, c'est vrai qu'on ne pense pas, nous, surtout toi et moi, parce que bon, vous ne nous voyez pas, on est en podcast, mais on est quand même deux bons blancs. Ah oui, puis moi, honnêtement, je pense que tu peux cocher le bingo de du bon blanc, comme tu viens de dire. Je coche absolument tout. Et donc, du coup, c'est vrai que nous, forcément, de par ce qu'on est, on n'a jamais, en étant ado, enfant, etc., on ne s'est jamais posé la question. Moi, personnellement, je ne me suis jamais posé la question à l'époque, quand je jouais. On me décrivait des méchants en face qu'on était allé, comme tu dis, une conquête, n'importe quoi, la conquête de l'Ouest. Ouais, ok, c'est la conquête de l'Ouest. Bon, heureusement, j'avais des parents politisés qui m'ont dit « Attends, viens voir bonhomme, on va t'expliquer 2-3 trucs quand même sur ce qui s'est passé, mais tu le ressens pas dans ta chair. » Et c'est vrai que quelqu'un qui a été, qui est descendant de colonisés comme ça, je pense, alors on peut penser effectivement à des Amérindiens, mais on peut penser à tout ce qui est, tous ceux qui sont, par exemple, tout simplement, imagine tu joues à un jeu de pirates dans les Caraïbes et toi-même tu es descendant, tu es guadeloupéen, comment tu le reçois, tu vois, tu le reçois d'une violence, enfin c'est beaucoup plus violent quoi d'un coup que si tu es le petit blanc qui habite sur le continent à la cool, tu vois. Et ce qui permet d'introduire effectivement toute une série de jeux de rôle qui ont pour thème les croisades. Eh ben oui. Parce que là, pour le coup, on touche à quelque chose qui tient quand même, là, pour le coup, à notre histoire, très directement, et qui touche ce qui va soulever, qui va être un peu la pierre angulaire du problème. Notre histoire, d'un point de vue français, mais aussi l'histoire de populations arrivées en France, qui était de l'autre côté. Et là, il y a un jeu de rôle qui est très intéressant dans ce contexte-là, qui est Miles Christi, dont le nom déjà dit très clairement de quoi on va parler. Alors Miles ici, c'est le terme qui va donner militaire, les soldats du Christ en traduction. Voilà. On voit bien, oui. Et Miles Christi est très intéressant parce que il a une approche qui est extrêmement dépassionnée de la chose. C'est-à-dire qu'il va plutôt avoir tendance à présenter la croisade pour ce qu'elle était, c'est-à-dire aussi une activité économique, entre guillemets, et avec un regard qui va poser la question, voilà, vous êtes un chrétien, vous venez de débarquer à Antioche, vous ne parlez pas la langue, que faites-vous ? Et que faites-vous pour pouvoir manger ce soir, un peu de choses près. Donc, et en fait, le jeu est très violent. Il montre à quel point finalement ce système de croisade va être générateur de violence.
parce que ça ne peut pas être fait autrement. Tu projettes des gens comme ça dans un territoire étranger avec en plus une volonté de conquête, parce qu'il y a quand même ça derrière. Et, avec une volonté de conquête, avec une volonté divine où on te dit c'est vous la avez volonté le droit de Dieu, d'être là et pas les gens qui y sont. Exactement. Enfin, voilà. Et surtout, sans les outils pour te permettre de comprendre l'autre. Ça va être ça le point qui est important. À cela, tu rajoutes un imbroglio. Alors, par contre, Samilès Christi le fait très très bien, l'imbroglio politico-religieux local, parce que entre les chrétiens d'Orient, les musulmans, les différentes communautés musulmanes, sunnites, chiites, etc., à un moment donné, le gars, c'est bon, on les tue tous et puis voilà, Dieu reconnaîtra les siens. Mais ce jeu de rôle-là le montre assez bien. Mais par contre, effectivement, il le fait par l'explication de la violence. Et on n'est pas du tout ici dans un jeu qui va chercher finalement à rapprocher les gens, à dire ben voilà, on a une autre moyen de communiquer avec l'autre, on a un autre moyen finalement d'être avec l'autre que la croisade ou la colonisation d'un nouveau monde. Et quand tu retires ces deux ressorts narratifs, combien de jeux de rôle reste-t-il ? Ah oui. Voilà. C'est intéressant. C'est intéressant comme question, effectivement. Et c'est bien qu'il y ait des jeux de rôle qui posent ces questions-là, en fait. Parce que c'est compliqué. Hein. C'est vraiment la question que pose Alors, les secrets de la Seconde Mer, puisqu'il prend comme cas de la Renaissance, et là, pour le coup, ils intègrent maintenant l'Afrique, etc. Il y a la question de l'esclavagisme. Il y a la question de la conquête du Nouveau Monde. Alors, sauf que là, c'est une conquête qui est un peu particulière, puisque dans les secrets de la Septième Mer, il y a du fantastique, il y a de la sorcellerie, il y a des dieux vivants sur Terre, etc. Alors, c'est fait de manière plutôt soft, hein, c'est pas aussi violent, même si, bon, la noblesse montaginoise est capable d'ouvrir des portails sanglants pour se téléporter. Voilà, donc, tout de suite, ça pose le débat. Mais il y a vraiment une approche de dire, attention, vous êtes des héros, et les héros, ça ne fait pas cela. Dans les secrets de la Septième Mer, vous jouez des héros. Donc, l'esclavagisme, non. Le massacre, le pillage de trucs, etc., ça va vous ranger dans la catégorie de vilains. Et donc, il y a une position, il y a une prise de parti très clairement dans le jeu, qui est, entre guillemets, il faut bien le reconnaître, il faut le dire, qui est anachronique. C'est-à-dire qu'effectivement, si vous voulez jouer la Renaissance, le pillage d'Antiquité, oui, évidemment, voilà. Bien sûr. Mais qui est important parce que de dire, bah ouais, mais attendez, là maintenant on est au XXIe siècle, c'est un univers qu'on a créé, on n'est pas forcé de dire, oh bah tiens, il faut faire comme ça, etc., etc. Et la seconde. Oui, il y a pas c'est bien aussi justement de pas se trouver l'excuse de ah mais oui, mais on est en train de décrire un monde imaginaire et passé, pour ne pas aborder des thèmes qui sont des thèmes difficiles et qui sont des thèmes importants. Quoi. Et il rentre vraiment dans le plat là-dedans, en posant vraiment des choses. Alors là, je parle notamment de la question de l'autre, mais il y a aussi la question de la place de la femme. Les gars, ils disent, bah ouais, mais en fait, chez nous, la place de la femme, il y a une explication sociale, historique pour ça. Je ne suis pas obligé de la respecter. Donc, dans notre univers à nous, les femmes peuvent être mousquetaires, il n'y a pas de problème, etc., etc. Donc, ils ont vraiment cassé pas mal de choses. Alors, évidemment, par contre, ça s'est fait en 2016. Là, les réseaux sociaux existaient. Ça a été un peu plus violent, mais par contre, ça existe et il y a vraiment des positions. Déjà, quand tu mets un elfe ou un nain racisé dans une série, c'est l'enfer. Voilà, oui, exactement. Tu déchaînes les enfers, donc oui. Donc, mais c'est passé et honnêtement, alors, il y a, en termes d'écriture, il y a des moments où tu sens que bon. C'est jamais le truc, le spot, regardez, on a mis un couple homosexuel, on est des gens bien. C'est jamais à ce niveau-là. Il y a des moments où tu sens que, ouais, là, c'était pas obligé de le faire, mais c'est vraiment bien écrit, c'est quand même vraiment cohérent sur pas mal de choses, et notamment, justement... Oui, ils essayent pas de racoler, quoi. Voilà. Ils font les choses honnêtement, en fait. Voilà, ils essayent de le faire honnêtement, et surtout, par contre, ce qui est très intéressant, c'est que quand ils parlent, par contre, des autres sociétés, notamment le supplément qui est consacré à l'Afrique, ils ne transposent pas nos codes. C'est-à-dire qu'ils vont vraiment, et là pour le coup ils ont fait appel à des auteurs issus justement de la communauté donc afro-américaine, mais aussi d'universitaires, hein, pour traiter la question, pour demander, ben voilà, c'est quoi la société africaine, comment elle fonctionne et comment on peut faire du KPDP dans la société africaine du 16e, 17e siècle. Autant dire que voilà. Alors c'est là où moi je vais mettre tout de suite un petit bémol. Autant je connais un tout petit peu la communauté rôlistique au Japon, aux États-Unis, etc. J'ai une méconnaissance complète en Afrique.
J'imagine qu'il y en a, forcément, ça c'est pas le problème, mais je ne connais pas, par exemple, le paysage rôlistique. Est-ce qu'il y a des jeux de rôle, des gammes de jeux de rôle en Afrique, ce genre de choses, sous quelle forme, etc., etc. Ça serait une question, c'est une question intéressante. En plus, je serais assez curieux de voir qu'est-ce que ça produit. On voit, par exemple, que dans le jeu vidéo, commencent à se développer des studios de jeux vidéo africains qui essayent de sortir des jeux qui justement utilisent d'autres jeux, d'autres jeux qui utilisent leur code. Et j'avoue que je serais assez curieux de voir ce que ça pourrait donner dans un monde, par exemple, médiéval fantastique, renaissance fantastique, même peut-être plus intéressant, un monde sur la colonisation. Et oui. Parce que ça, je serais quand même assez curieux de voir ce que ça donnerait. Et j'ose même pas imaginer la réception en France. Ah, oulala, moi non plus, je veux même pas le savoir. En fait, ce qui est intéressant sur ce que tu racontes sur les sept mers, les mystères des sept mers, c'est ça? Voilà, c'est que on retrouve un peu ça puisque tu parles de jeux vidéo, dans Crusader Kings 3, où alors que c'est censé se passer aux croisades, etc. Bon, on va pas vous faire le jeu, mais voilà, c'est un grand stratégie. Tu peux complètement choisir et je trouve ça très bien, d'interroger le jeu en lui-même en mettant des couples, tu parlais d'homosexualité, en mettant des couples homosexuels, en mettant des couples, voire même des trouples, etc., etc. Tu peux vraiment étendre complètement ta façon de jouer. Alors évidemment, qui n'a pas grand rapport avec un canon tel qu'on l'imagine au Moyen-Âge, mais qui te permet non pas de plaquer un truc qui serait, tu sais, gravé dans le marbre, un peu comme on a pu voir dans Kingdom Come Deliverance, ou des trucs comme ça, où les mecs se justifiaient en disant « Ah non, mais c'était comme ça », on n'en sait rien, on n'y était pas, mais vraiment quelque chose de beaucoup plus ouvert et qui interroge en fait sur ce qu'on est nous maintenant, plutôt que juste une transcription de l'époque, quoi. Et c'est vachement intéressant de faire ça dans le jeu de rôle aussi. Voilà, et surtout, en plus, le jeu de rôle le permet, c'est par définition, ce sont des récits imaginaires. Autant, pour ça que je voulais parler de Miles Christie, parce que là, l'optique était différente, c'est-à-dire vraiment de dire, on va vous parler des croisades, mais on va vous le montrer autrement que le côté glorifié que certains nazes défendent, etc., mais montrer à quel point c'était complexe, que c'était une opération militaire, etc., etc. Mais d'un autre côté, les récits imaginaires, tout de suite, ont commencé à dire, ouais, et là, après, il faut rendre à César ce qui est à César, on va revenir sur un auteur dont on a déjà beaucoup parlé, qui est Greg Stanford avec RuneQuest. Et oui. Parce que justement, sur le regard de l'autre, Greg Stanford va poser là. Il fait partie de ces nombreux auteurs qui se sont beaucoup intéressés aux cultures amérindiennes, aux cultures mésoaméricaines, donc précolombiennes, avant l'arrivée des Européens, et qui s'est interrogé finalement à quoi pourrait ressembler une culture fantastique, jouable, intéressante, avec des ressorts narratifs qui pourraient être intéressants à mettre en scène. Et qui lui sont propres. Et qui lui sont propres. Donc, on a effectivement l'un des exemples de ça, c'est surtout celui que je connais, c'est dans le monde de Gloranta, avec ce culte de la Lune Rouge qui finalement prend une sorte de modèle iranien sur lequel on est très très peu familier. Parce que quand on parle d'Iran... Entre Iraniens et Romains. C'est un drôle de mélange, d'ailleurs. Oui, mais en fait, c'est vrai. C'est pour ça, quand je dis que c'est mal connu, les gens ne se rendent pas compte que l'Empire sassanide, à un moment donné, était bien plus puissant que l'Empire romain, à la même période, était tout à fait construit, avait son armée, etc., etc. Non, mais dans les représentations, dans l'image, je veux dire, c'est vraiment les mecs qui ont le fer, alors que les autres n'ont pas le fer. Enfin, il y a tout. Exactement. Et et surtout, ce qui est intéressant, c'est qu'il crée un culte, ce culte de la Lune Rouge, qui nous est complètement étranger. Voilà, j'ai presque envie d'employer le terme anglais, alien, vraiment, c'est complètement un culte tourné autour justement du cycle de la Lune, lié en plus au cycle de la menstruation, etc. Donc c'est quelque chose d'assez, ça touche beaucoup de points de sensible, beaucoup de points de tabou, et il le fait très habilement, je trouve, vraiment pour dire ouais tiens c'est on parle de ça. Oui, qui est mal vu d'ailleurs, parce que d'ailleurs à la base, je crois que c'est dans la première édition ou dans la deuxième édition. Si vous le lisez superficiellement, vous avez l'impression que c'est les grands méchants de l'histoire, quoi. Alors que pas vraiment, en fait. Pas vraiment, c'est bon, on va pas dire pas plus que les autres. Voilà, c'est ça, c'est pas plus que les autres. On va pas rentrer dans le discours sauvage civilisé, mais c'est vrai que c'est une société parmi d'autres dans l'univers de Gloranta, avec effectivement ses propres justifications. Et c'est ce qui permet, moi, de faire le lien sur un autre jeu qui est sorti donc très récemment, qui est Gods, où on va retrouver pareil des sociétés
très différente, hein, vraiment étrange par rapport à un autre, un peu dans le même système, hein, avec cet empire de Lux, etc., le royaume forestier de Tulle, qui est en fait un royaume africain, d'inspiration africaine. Mais j'ai trouvé qu'il y avait dans Gods, même s'il y a une volonté, il y a une vraie sincérité, hein, là je ne remets pas du tout en cause, comme ce que j'ai pu dire par exemple sur les auteurs de Donjons et Dragons, il y a quand même une sorte de volonté de rester dans quelque chose qui nous est quand même un peu familier, qui nous est compréhensible, et de ne pas sortir complètement du canon, comme l'a pu le faire Greg Stanford avec son Gloranta. C'est-à-dire qu'on reste toujours dans le champ de la compréhension, dans le champ de la familiarité. Voilà, plutôt pas de la compréhension, mais de la familiarité. Ça, je peux le comprendre. Je vois la logique, je vois la mécanique. Voilà. Tandis que, alors il y a quand même quelques trucs qui sont bien barrés et qui sont du coup assez intéressants. Mais par rapport à ce qu'a pu faire Greg Stanford dans Inquest, ou ce supplément donc pour les secrets de la 7e mer consacré à l'Afrique, qui s'appelle Ifri, qui est très intéressant, parce qu'il y a un moment donné, quand il décrit un des royaumes, tu vois que le gars s'est intéressé à ce qu'était le royaume Yoruba, comment il fonctionnait, quel a été l'impact de la colonisation sur ce royaume, comment ça a cassé les structures sociales, etc., etc. Et ils ont fait un vrai travail là-dessus de documentation pour le réécrire pour leur univers. Et ça, il faut quand même le saluer, quoi. Ah oui, complètement. Et sachant en plus que tous ces travaux et tous ces, comme tu dis, qui s'appuient sur des universitaires, qui s'appuient, enfin j'espère en tout cas pour la plupart, qui s'appuient sur des auteurs aussi, c'est intéressant pour s'extraire également d'un discours qui serait un discours de moi, homme blanc, je viens regarder votre culture et regarder, alors oui, oh, c'est intéressant, hein, c'est amusant, tu vois, il y a ce côté, moi j'aime bien justement qu'on aille chercher les autres qui viennent écrire, qu'ils écrivent pour eux-mêmes. Et dégager, en fait, voilà, finalement, l'homme blanc, finalement, dégager le jugement. Nous dégager de l'équation. Ouais, dégager le jugement là-dessus. Ce qui d'ailleurs faisait déjà assez bien John Wick dans La Légende des 5 Anneaux, quand il parlait du système judiciaire, et qu'il disait, oui, mais attention, ça, vous trouvez que c'est cruel, ou que ça n'est pas cruel, mais ça obéit à une logique qui fonctionne dans cet univers et qui a un sens tout à fait là-dedans. Et qui n'est pas la nôtre, quoi, tout simplement. En fait, je parle de ça parce qu'à un moment donné, il parle de la compassion, qui est une vertu. Sauf que tuer est un acte de compassion dans La Légende des 5 Anneaux. Parce que le système fait que si tu ne tues pas la personne, il va vivre dans le déshonneur. S'il vit dans le déshonneur, sa vie va être un enfer, etc., etc., etc. Et donc, dans ce système-là, voilà, on va avoir là. Et c'est, alors au début, je me suis dit, ouais, ça c'est le stéréotype sur le Japon, machin, etc., etc. Et puis après, j'ai vu dans les références un livre que j'avais lu quand j'étais en fac d'histoire, qui s'appelle Le Zen en guerre, et qui explique comment le gouvernement japonais de la Seconde Guerre mondiale a parlé du zen compassionnel pour justifier effectivement les massacres en Chine, etc., etc. Et c'est vrai que nous, effectivement, on va dire ouais, donc c'est quand même c'est un peu rude, mais ça a une logique, ça appartient au mode de fonctionnement là-dedans, et ça permet finalement d'enrichir quelque part l'expérience de jeu. Parce que si c'est pour calquer finalement, faire du médiéval fantastique juste avec une couleur de peau différente. Oui, c'est ça, c'est ce que j'allais te dire. C'est-à-dire qu'effectivement, si c'est juste, et c'est d'ailleurs le gros reproche qu'on peut faire à certains de ces, je pense notamment, puisqu'on parlait du Moyen-Orient, je pense notamment à Al-Qadim, qui est très sympa, qui est un supplément fort sympathique de Donjons et Dragons. Enfin bon, en gros, c'est du médiéval fantastique avec une skin orientalisante, quoi, avec plein de guillemets, et c'est pour grand intérêt d'ailleurs. Alors Al-Qadim, c'est sympa, hein. Voilà, Al-Qadim a l'excuse surtout en plus d'être extrêmement basé donc, sur les contes des Mille et Une Nuits et compagnie, mais il va pas chercher plus loin, c'est ça en fait, il va rester là-dessus. Ça va être la différence que finalement que tu vas avoir avec cette Légende des 5 Anneaux ou un autre jeu de rôle qui s'appelle Capharnaüm, alors qui a eu un succès. On ne va même pas parler de succès, hein. Il y a un livre de base qui est sorti. Il y a un livre de base qui est sorti, je crois qu'il y a eu une campagne ou un premier supplément, et puis bon, malheureusement, le jeu n'a pas rencontré son public. Mais ces deux cadres ont voulu aller simplement plus loin que le stéréotype, essayer de donner une cohérence interne, de dire, non, ces personnes se comportent de cette manière parce qu'il y a ça, il y a ça, il y a ça, et ils vont vous percevoir de cette manière à cause de cela. Pas simplement parce que c'est des sauvages et qu'ils ne vous comprennent pas.
dans les jeux que tu cites, est-ce que le personnage que tu joues, donc je pense par exemple au jeu de John Wick, le personnage que tu crées, les personnages que les joueurs créent, est-ce qu'ils sont issus de ces cultures eux-mêmes ou est-ce que ce sont des Européens. Occidentaux, Ouais. Alors, des Européens qui vont dans ces cultures? c'est tout à fait possible dans les secrets de la 7e ère de faire une série, une campagne qui se passe entièrement en Afrique avec des personnages africains sans que tu vois un seul Européen, c'est-à-dire sans que enfin, européen avec guillemets bien sûr, hein, puisque bon voilà, Oui, bien sûr, bien sûr. Où ça rentre pas du tout en compte, et il y a même des propositions de scénarios avec des PNJ qui ont des ressorts qui ne dépendent pas finalement de l'homme blanc, même si l'homme blanc apparaît dans certaines régions à cause de l'esclavagisme. Et d'ailleurs, il y a tout un encart qui explique, bah voilà, l'esclavagisme, qu'est-ce que c'est, comment ça fonctionne, pourquoi ça se développe, parce qu'il y avait déjà de l'esclavagisme avant et que maintenant ça prend des proportions industrielles, hein, puisque c'est... industriel, c'est le mot. Voilà, ça va être le cas. Alors d'ailleurs, ce qui est assez intéressant, c'est la présentation de la compagnie, de ce qui sert de compagnie des Indes orientales, qui apparaît donc comme, alors les gars ils le disent tout de suite, c'est un antagoniste. Très clairement, cette organisation-là, c'est l'un des méchants. Et justement, c'est intéressant parce que ce n'est pas un individu, c'est une organisation. Et cette organisation ne vit pas grâce à des individus. Ça, le type, il insiste beaucoup là-dessus. C'est pas parce qu'il y a machin qui dirige cette organisation qu'elle existe. Elle existe parce qu'il y a de l'offre et de la demande. Ouais, c'est ça. Donc, lutter... Tu auras beau éliminer machin, voilà. Bah, ça continue. Et surtout, en fait, ce qui est intéressant, il l'explique, et ça, c'est un point que j'ai trouvé très intéressant quand il présentait cette compagnie. Je crois que c'est la compagnie d'Atanaba ou un truc comme ça. Il explique comment ça a commencé finalement comme une compagnie commerciale comme les autres, et que c'est devenu un acteur finalement tentaculaire, et qu'aujourd'hui, finalement, finalement, lutter contre elle, c'est extrêmement compliqué, parce que c'est effectivement pas simplement abattre le gros méchant qui va avoir un plan diabolique. Derrière, il y a pas mal de choses. Avec aussi, par contre, ça c'est aussi un petit clin d'œil que j'ai trouvé pas mal, c'est comment la compagnie a détourné la religion pour justifier son action. Donc justement, le côté civilisation, on leur apprend à lire, à écrire, c'est sauvage, c'est important. Mais c'est ça. Voilà. C'était pas il y a si longtemps qu'un ministre ou un président avait sorti des bienfaits de la colonisation. Hein. Ouais. Alors, oui, c'était même mon sujet de concours d'entrée, hein, la mise en valeur des colonies. Et j'avoue que j'ai marché sur des gros œufs pour faire mon oral. Je m'en suis bien sorti, apparemment, mais donc voilà. Mais c'était effectivement... C'est un sujet qui est compliqué, parce que c'est vrai qu'effectivement, c'est qu'est-ce que tu mets dans le mot mise en valeur, quoi. Et peut-on plutôt parler d'exploitation, ce genre de choses, tu vois, tout est dans les termes. La communication n'a pas été inventée au XXe siècle. Donc... Et donc du coup j'ai essayé de trouver vraiment des jeux qui essayaient, comme tu disais, de faire jouer en dehors du prisme de l'occidental. Il y en a, hein, il y en a de plus en plus, tant mieux d'ailleurs, hein, très clairement. Je voulais citer Le Secret de la 7e ère parce que les auteurs ont passé beaucoup de temps justement à expliquer leur démarche, notamment, et ça c'est un point qui est intéressant, sur celui qui est consacré aux Amérindiens. C'est l'un des rares où à la fin tu as une planche sur l'auteur. Et l'auteur explique pourquoi il a écrit ce livre, qui il est, pourquoi il a écrit ce livre, pourquoi c'était important de l'écrire de cette manière et de ne pas dissimuler certaines choses, que ça soit du côté européen que du côté amérindien, et tout en proposant une offre de jeu pour que ça reste un jeu, parce qu'il ne faut pas oublier que ça. Hein, mais oui, c'est ça, c'est ce que j'allais te dire. Il faut que ça reste amusant, oui, on se comprend. Que ça reste entertainment. Voilà, qu'on ne tombe pas dans le travers, monde des ténèbres, supplément sur la Shoah, quoi. Pour ne citer que lui. Voilà. C'était effectivement la grande difficulté. Il y a des tas de jeux qui ont, sur la question des Amérindiens, je pense aussi à Deadland, qui est assez intéressant. Et puis, à nouveau, on en avait parlé, là, pour le coup, effectivement, au podcast précédent, à Shadowrun. Bien sûr. Parce que les Indiens sont finalement au cœur de l'histoire, hein, de Shadowrun, mais avec une vision, finalement, ce que tu disais, c'est-à-dire que l'Indien n'existe qu'à travers l'Européen, enfin en rapport à l'Européen, donc n'agit que par rapport à lui, et n'a pas finalement d'autonomie propre jusqu'au moment où il va créer ses propres entités politiques, quoi. Donc j'avais hésité à parler un peu de Shadowrun, parce qu'effectivement, tu as vraiment tout un travail sur l'autre, et
pour des bonnes raisons, puisque qui est important, mais qui est, disons, un peu plus, plus connu. Voilà, on va dire ça comme ça. C'est un peu plus connu que les jeux que tu as cités, quoi. Voilà. Et surtout, en plus, Shadowrun a pour but de créer un amalgame, c'est-à-dire de faire cohabiter finalement tout ça, et de trouver un jeu de rôle qui dit non, vous allez jouer en Afrique, vous allez jouer en Amérique du Sud, vous allez jouer en Amérique du Nord. Oui, c'est ce que j'allais te dire, c'est-à-dire que ce qui est embêtant, alors je mets des énormes guillemets, mais ce qui est embêtant avec Shadowrun, c'est qu'il y a encore une fois cette vision très américaine du melting pot, tu vois, on va apprendre on va s'engueuler, mais on va apprendre un peu à vivre ensemble. Et c'est bien qu'il y ait justement des jeux qui montrent que non, voilà ce que ça a été la réalité, voilà ce que ça a été l'horreur de telle et telle situation, souvent initiée par l'occidental, faut quand même être honnête. Voilà ce que ça a été, et c'est très intéressant justement. Moi, j'aimerais qu'il y ait, et je crois qu'il y en a énormément dans la scène indé, malheureusement moins dans la scène, on va dire plus classique du jeu de rôle, plus comment on dit, installé du jeu de rôle. Mais je trouve ça intéressant justement que la vision de l'autre ne dépasse l'exotisme, en fait, dépasse le simple oh là là, c'est l'autre, c'est l'altérité, c'est amusant. Mais non, regardez ce que c'est, quoi. Et regardez ce que ça a proposé, parce que c'est vrai que ça soit sur les questions, on en reparlera, sur des questions d'esthétique, sur des questions même d'antagonisme, le tout folklore, alors à nouveau, en faisant attention à ne pas sombrer dans le stéréotype, mais bon, je veux dire, l'orque est déjà un stéréotype en soi, on va être très clair. Voilà, donc il y a quand même ici tout un pan, je dirais, de l'imaginaire qui est très très peu exploité. Et heureusement, il y a des jeux qui le font, que ça soit sur des cultures différentes, que ça soit sur des époques différentes. On en avait aussi parlé, mais de Wurm qui s'intéresse à la préhistoire. Oui, avec une approche qui est très très intéressante justement sur qu'est-ce qui va constituer une aventure, ou que ça soit finalement sur des questions sociales, le rapport à la femme, avec où on peut partir du stéréotype, mais en fait quand on creuse un peu, on s'aperçoit que tiens, il y a, tu vois, je pense à Macho Woman with Gun, qui est un truc hyper nanardisant, qui renvoie à des trucs comme Barbarella, machin. Donc, on a l'impression que c'est la glorification de la bimbo avec le côté un peu torture porn, machin, etc. Et puis derrière, il y a le côté, émancipation par la violence, qui est mise en avant, et de dire, non, à partir du moment où elle a un flingue, elle est tout aussi mortelle qu'un mec, quoi. Donc, ça peut être, c'est assez intéressant. Sur la question justement de la femme, c'est pareil, c'est un point qui est intéressant. Le secret de la 7e mer est d'ailleurs très intéressant parce que lui, en fait, il le fait de manière très intelligente, c'est-à-dire qu'il en fait un non-problème. C'est-à-dire, il dit, non, dans notre univers, les femmes sont les égales des hommes. Voilà, il n'y a pas de question, il n'y a pas de... Voilà, c'est voulu, c'est inscrit en plus, donc il y a une sorte de religion chrétienne, mais c'est inscrit finalement dans le dogme de la religion chrétienne, donc il y a des papes, il y a des évêques, il y a des machins, enfin... Et en fait, c'est un non-débat. Et c'est un non-débat jusqu'à un certain point. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il y a des frictions, il y a des gars qui disent, etc., etc. Mais là, pour le coup, c'est l'univers qui va dire au méchant qu'il a tort. Oui, je vois. Voilà. D'accord, oui. C'est pas nous avec notre vision, c'est vraiment l'univers qui explique que non, mais non. C'est ce que tu fais débile. Voilà. Donc, ça, c'est intéressant. Et il y en a un autre qui, du coup, m'intéresse parce que lui, il est beaucoup plus critiquable et beaucoup plus à prendre avec des pincettes, c'est Bloodlust. Dans son rapport à l'autre. On en a parlé aussi, oui. Bloodlust, c'est vraiment... Alors lui, il est vraiment à prendre avec des pincettes. On va consacrer un podcast à l'œuvre de Croc parce qu'il y a beaucoup de choses à dire au sujet de ce monsieur. Mais je voulais prendre un moment pour parler de Bloodlust parce que tu parlais de lecture superficielle. Quand on lit Bloodlust de manière superficielle, on a l'impression que c'est l'apologie du gros bourrin macho, de la masculinité toxique, ce genre de choses. Et en fait, quand on commence à regarder chaque culture un peu en détail, on s'aperçoit que, en fait, c'est quand même beaucoup plus subtil que ça. Il y avait un exemple qui était intéressant. Dans la première édition de Bloodlust, les elfes ont disparu. Explication de Croc pourquoi les elfes ont disparu. Ils étaient homosexuels et du coup, ils n'avaient plus d'enfants et donc ils ont fini par disparaître. Bon. Mais c'est limite quand même. Non, c'est pas limite, c'est hors propos, quoi. Je veux dire, là, très clairement, tu dis, OK, il y a un problème. Et puis après, tu regardes, tu t'aperçois que, d'accord, c'était une culture homosexuelle,
mais c'est une culture homosexuelle qui a produit la plus grande culture du monde de Tannaïfis, que tout le monde veut reproduire, que tout le monde veut s'emparer de leur cité, de Paul, qui est la cité centrale. Et en fait, d'une certaine manière, il y a une glorification, entre guillemets, de cette culture à travers tout l'univers de Tannaïfis, et tout en mettant à côté, effectivement, le dire, en fait, c'est comme s'il te répète, ouais, mais en fait, d'accord, ok, ils étaient homo, mais pourquoi tu veux absolument leur ressembler ? Ouais, ça reste quand même un peu puant du cul. Ouais, ça reste, mais c'est le problème de Croc, c'est-à-dire que tu vas toujours avoir, à part égale, un côté très nauséabond, très clairement, et d'un autre côté, une sorte de discours qui va te faire, mais en fait, c'est pas aussi simple que ça. Et il y a un autre exemple là-dessus, ce sont les Sekekers. Donc, dans l'univers de Bloodlust, les Sekekers, ce sont des tribus amazoniennes, on reprend les Amazones, mais en version beaucoup plus violente, parce que ce sont des femmes, en fait, qui se sont libérées par la force, entre guillemets, d'une société patriarcale, et qui ont poussé leur haine de l'homme au paroxysme. Et derrière ça, en fait, il y a le discours de dire, ben voilà, quand vous êtes un homme en prise avec les Sekekers, vous comprenez ce qu'une femme est aux prises avec les hommes. Donc il y a une sorte de retournement, en fait, tu as vraiment une sorte de retournement complet de l'échelle des valeurs. Ouais, tu n'es plus qu'un objet, tu ne sers plus qu'à la reproduction. Exactement. Et en fait, c'est tout le temps comme ça. Chaque culture, elle doit être interprétée de cette manière-là. C'est-à-dire que, par exemple... Moi, le problème que j'ai avec Croc, bon, après, on vous fera un podcast exprès sur lui, parce que ça vaut le coup quand même. Moi, mon gros problème principal avec Croc, c'est son côté edgelord. Oui, mais c'est clair. Il y a ça. C'est pénible. Il y a ce côté-là, parce que moi, je pense surtout, c'est aussi lié au côté d'écriture pas subtile, entre guillemets. Et ce qui est intéressant, c'est quand tu regardes la seconde édition de Bloodlust, qui a été donc prise par des nouveaux auteurs, où ils ont éliminé, en fait, justement, une grosse partie de ça pour garder justement ce côté un peu plus subtil qu'il y avait derrière. Ben oui. Voilà. Et tu t'aperçois que en fait chaque culture de Tannaïfis, donc qui est le monde de Bloodlust, ah ouais, effectivement, t'as le côté très caricatural, mais après t'as le côté ouais, mais en fait voilà, c'est pas aussi simple qu'il y paraît. Le problème, c'est que Bloodlust a deux défauts, c'est que comme son nom l'indique, tu joues pas à Bloodlust pour ce genre de réflexion, et donc du coup le jeu va t'inciter à rester au-delà de ça. Je veux dire, je suis prêt à parier que 99% des joueurs ne se sont pas intéressés au renversement des valeurs dans la société Sekekère. Ça apparaît pas du tout. Mais par contre, quand tu lis, tu le vois quand même assez clairement. Et de même, la critique du fascisme qui apparaît, qui est extrêmement, qui est patente en fait à travers la société vorosienne. C'est-à-dire en fait, le fascisme c'est une sorte de maintien de l'ordre complètement débile et ahurissant qui aboutit à une injustice globale, quoi, alors que tu es censé apporter le progrès, quoi. Donc il y a des tas de choses. Il y a des tas de choses qui peuvent être assez fines, mais qui ne passent pas. Et c'est un peu le problème que tu vas avoir dans beaucoup de jeux de rôle qui abordent la question de l'autre. C'est que ils peuvent avoir les meilleures intentions du monde que tu veux, mais ça va dépendre de la qualité d'écriture. Et oui, énormément. Et de la qualité d'interprétation des joueurs et du MJ. Bon, ça, les auteurs n'y peuvent rien. Enfin, ils y peuvent. Ils y peuvent rien, mais ils sont quand même responsables. C'est-à-dire que si je te fais, par exemple, je prends un exemple, tu parlais de fascisme, si je te fais un jeu sur genre Achtung Cthulhu, tu vois, donc vous jouez en gros, c'est le mythe de Cthulhu, mais dans les années 40, avec c'est Seconde Guerre mondiale, un peu Indiana Jones, machin, etc. Tu peux très vite le faire tomber, soit dans de l'ultra glauque et qui n'était pas forcément utile d'aborder, et suivant tes joueurs, suivant ta table, ça peut dégénérer très très vite. Et je trouve que, comme pour Warhammer 40 000 et son délire fascisant, on a beau mettre toutes les précautions d'usage, les auteurs ont quand même une part de responsabilité. Mais dans le cas de Warhammer, et c'est bien que tu abordes, parce que je disais de la qualité d'écriture, mais en plus l'un des gros problèmes que pose aussi Warhammer, c'est le côté glamour de l'esthétique qui joue beaucoup. Tu as envie, c'est un peu le problème que a l'Empire dans la guerre des étoiles. Il est fascinant. Alors c'était une volonté de le rendre fascinant parce que finalement c'était un des outils utilisés par les pouvoirs fascistes italiens, etc. Mais le problème, c'est que du coup, si tu en viens à faire un jeu qui donne envie de jouer des fascistes, mais voilà, c'est exactement ce que je voulais dire. Il y a un problème. Voilà, il y a un problème.
Gros souci. Il y a un souci, c'est d'ailleurs en fait, et c'est pour ça que les secrets de la septième mer sont intéressants, parce que bon, c'est la mécanique du jeu de dire ça ce sont les héros, ça ce sont des antagonistes, et ils y vont pas par 4 chemins, et disent bon voilà, ça c'est un antagoniste, vous ne pouvez pas jouer un membre de la compagnie à Tabeten, ou au contraire, ou à une exception. Je trouve ça hyper important. Ou vous pouvez le faire à condition que ce soit un personnage qui a eu une révélation, qui a compris qu'il était du côté et qui maintenant lutte contre cette même compagnie. Donc, mais c'est ça. C'est prévu pour. Parce que si on fait une partie, imaginons la même chose, et heureusement que c'est bien précisé par les auteurs, parce que imagine tu fais la même partie et un MJ et une table trouvent ça glamour ou trouvent ça fun de se faire du pognon en faisant du trafic d'humains, bah, merde quoi, tu vois. Voilà, c'est tout le problème. Et c'est d'ailleurs en fait, c'était l'intelligence de Miles Christie de dire parce que tu as un jeu sur les croisades, tu pourrais pareil le dérapage, il y en a tellement que c'est même pas la peine. Mais par contre, l'intelligence de Miles Christie, c'est de dire gars, n'oublie pas, t'es tout seul dans un territoire étranger et en fait, et quelque part, Miles Christie le fait bien parce que du coup, ça explique pourquoi tu as eu une forme d'acculturation qui a procédé, pourquoi tu as eu des royaumes chrétiens d'Orient qui ont fini par devenir quasiment aussi orientaux que les orientaux, parce que ces gens étaient paumés à des milliers de kilomètres, etc., et que bah, du coup, ils étaient obligés de s'acculturer. Et du coup, le jeu est pour ce côté-là, Miles Christie est intéressant parce que il pointe bien cela, il dit bien aux joueurs attention à cela, hein, parce que on peut déraper, comme dit, très facilement sur un jeu sur les croisades, et toute la mécanique de jeu tourne autour de ça, c'est-à-dire que si tu l'ignores, ton personnage va avoir de gros soucis, quoi. Donc ouais, c'est vrai que c'est... Donc notre conseil, parce que moi je pense qu'il va falloir maintenant commencer à donner des conseils aux joueurs. Ah bah attends, on a presque un an d'existence maintenant, on peut se permettre. Notre conseil, faites attention quand vous jouez, faites attention au dérapage, ne soyez pas des connards, s'il vous plaît. Ne partez jamais du principe que ça va être cool. Voilà. Ouais. C'est voilà. Si vous avez un instinct de survie, de toute façon, quand vous faites du jeu de rôle, vous doutez bien, la plupart des joueurs de jeux de rôle que je connais ont quand même un minimum de culture générale, etc. Vous doutez bien qu'il y a certains sujets qui peuvent être un peu sensibles. Hein, dites-vous bien, est-ce que si je fais ça, est-ce que ça va le présenter de manière cool ? Si la réponse est oui, arrêtez. Arrêtez tout de suite. Oui, c'est ça, voilà. Exactement. C'est important, quoi. C'est pas censé être cool, important. Et j'ai presque envie de dire, c'est pas censé être un jeu. Pour ce genre de sujet, non. Voilà. Pour ce genre de sujet, non. Et on ne peut que vous conseiller également de vous intéresser, non pas à des récits de comment dire, de romans, etc. Mais surtout moi, parce que c'est plus ma partie, mais je ne peux que vous inciter à lire des ethnologues et des anthropologues et d'aller voir un peu ce que ça veut dire de se confronter à quelque chose d'autre et à l'autre de façon beaucoup plus scientifique d'une part, mais quand même scientifique en allant sur le terrain et en allant... et pas en y allant en vacances. En étant au registre des recommandations, moi, l'un des ouvrages qui m'a ouvert les yeux en tant qu'étudiant en fac d'histoire, c'est un livre formidable de Nathan Wechtel, La vision des vaincus, et qui en fait essaye de trouver les traces finalement, de la perception de la conquête du Nouveau Monde par les populations mésoaméricaines, et d'avoir finalement leur regard sur ce qu'était l'autre qui venait d'arriver. Et c'est vrai que c'est... en fait, on s'aperçoit... On se rendait pas du tout à quel point... On se rendait pas du tout compte à quel point c'était quelque chose de complètement étranger pour eux aussi, quoi. Eh ben évidemment, tu m'étonnes. Eh ben, merci Styr pour encore un épisode, j'espère qu'il vous aura passionné. Je vous rappelle que Roll You Full est une production Studio Carton C. Vous pouvez également retrouver les autres productions Studio Carton C, à savoir le célébrissime Pragmastic, qui vous parle d'un jeu vidéo par mois et qui le décortique, de Hot Take and Slow Burn avec donc des hot takes, et puis Tu vas me niquer la batterie, qui vous parle de
de musique, ils prennent un album et ils le décortiquent. Voilà. On décortique beaucoup les choses chez Studio Carton C. On est comme ça. On aime décortiquer les trucs. Voilà. Bah, écoutez, nous, on se retrouve la prochaine fois pour un autre sujet que vous découvrirez. Et bien sûr, si vous voulez nous rejoindre sur Discord, nous suivre sur les réseaux sociaux, tous les liens seront dans la description.